Madame la ministre, professeure Agnès Buzyn, bonjour et bienvenue sur le plateau de Tous pour la Santé.tv. Nous sommes ravis de vous avoir. Alors, votre venue a suscité beaucoup d'intérêt. Pour que vous le sachiez, plus de 1000 questions que les Français, les internautes qui nous suivent sur nos réseaux souhaitent vous poser. Je vais essayer, autant que possible, d'être leur porte-parole au fil de l'eau. Et si on parlait d'actualité? Il n'y a pas une semaine sans que vous receviez des appels de tous ordres. Il y en a un qu'on a retenu, qui est l'appel lancé par 175 médecins au Premier ministre, à la suite d'un appel de 1000 médecins, je crois, en fin d'année dernière auprès du ministère de la Santé, qui s'inquiètent du manque de ressources à l'hôpital, là, alors que les urgences montent en puissance. Je crois qu'il y a 21 millions de passages aux urgences. Ils s'inquiètent, ils parlent de non-assistance à personne en danger. Avez-vous une réponse à leur apporter aujourd'hui ? Alors d'abord, je n'ai pas attendu ce collectif pour réaliser en arrivant que l'hôpital vivait des heures difficiles avec une dégradation en fait de la qualité de travail depuis des années, parce que j'étais encore à l'hôpital public il y a un an et demi, moins d'un an et demi, j'y avais ma consultation et tout au long de ces années 2000, j'ai vu la dégradation. Et donc je sais très bien ce que vit l'hôpital. Il a vécu plusieurs réformes qui ont abouti à une perte de sens pour les professionnels. Et donc, en arrivant au ministère, j'ai tout de suite dit qu'on allait réduire la part de tarification à l'activité. Non, mais on comprend la réforme sur la longueur. Oui. Là, il y a un appel d'urgence pour la pénurie dont on parle cet été. On en parlait encore dans les journaux, là. Non, soyons clairs. Ouais. Nous avons un déficit en temps médical dans notre pays. Il est issu de décisions non judicieuse, prise par mes prédécesseurs pendant 30 ans, de réduire le numerus clausus. Et oui, mais je suis obligée de dire les choses. Et c'était pour deux raisons, qui sont deux mauvaises raisons. D'une part, parce qu'un certain nombre de syndicats de médecins ne souhaitaient pas qu'il y ait trop de médecins pour garder leur patientèle. Et surtout, ça arrangeait bien le ministère et la sécurité sociale, parce que moins il y avait de médecins, moins on faisait d'actes, et plus on réduisait le déficit. C'est assez cynique. À l'arrivée, nous n'avons pas formé assez de médecins. Nous sommes en pénurie. Ça va durer encore 10 ans parce que le numerus clausus a été vraiment réouvert dans les années 2005, mais il faut les former. Il va falloir 10 ans avant qu'ils arrivent. Et donc je ne peux pas inventer 20 000 urgentistes aujourd'hui pour remplir les urgences de France. Je ne peux pas. Donc ça veut dire réorganiser, ça veut dire mutualiser, ça veut dire fermer certains services pour rassembler les forces. Il faut 8 médecins temps plein pour faire tourner un service d'urgence aujourd'hui. Quand un service d'urgence reçoit moins de 10 personnes entre 8h du soir et 8h du matin, ça n'est pas raisonnable. Il faut consolider. Nous n'avons pas les moyens humains et ce n'est pas une question de moyens financiers. Les postes sont ouverts, mais nous n'avons pas de professionnels pour les occuper. Alors, nous avons reçu beaucoup de questions des Français, on vous l'a dit. Vous allez avoir devant vous 9 portraits de Français qui chacun a une question spécifique pour vous, qui est une question qui rassemble de très nombreux internautes. Je vous propose d'en choisir quelques-unes au hasard et d'y répondre. Deux. Comment expliquez-vous que les laboratoires pharmaceutiques engendrent tant d'argent sur le dos de la santé des gens? L'éternel débat. Oui, elle a raison, le prix des médicaments est particulièrement élevé. C'est un problème international, ce n'est pas qu'un problème français. Et la France a une méthode de négociation assez robuste pour réduire le prix des médicaments par rapport à d'autres pays, parce qu'on a un système assez solide avec une évaluation faite par la Haute Autorité de Santé qui nous permet d'avoir des arguments scientifiques pour négocier les prix. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Et chaque année, nous réduisons le prix des médicaments et cette année, nous allons faire plus d'économies sur les médicaments que ça n'a jamais été fait en fait depuis des années. Nous allons faire plus d'1 milliard d'économies sur le prix des médicaments. Voilà une annonce pour l'industrie pharmaceutique. Ils le savent, ils ne me portent pas dans leur cœur, mais je pense que l'innovation, oui, à tout prix, peut-être, à n'importe quel prix. Voilà, il y a des limites à Message clair. Une autre question, un numéro 5. Vous avez récemment décidé de transférer une partie des compétences des kinésithérapeutes professionnels de santé à des chiropracteurs qui ne sont pas professionnels de santé, et cela probablement au détriment des patients.
Comment expliquez-vous ce deux poids deux mesures? J'ai pas du tout pris une décision en fait. La réalité, c'est que la profession de chiropracteur existe dans le Code de la santé. C'est pas moi qui l'ai inventée, elle existe. Et quand une profession existe, il faut un référentiel d'actes et il faut un référentiel de formation. C'est la loi. Et il se trouve que le référentiel d'actes et le référentiel de formation, je crois, n'avaient jamais été publiés pour cette profession. Après, on peut être pour ou contre, ça n'est pas le sujet. Elle est dans le Code de la santé. Ça veut dire que si on veut revenir sur l'existence des chiropracteurs, il faudrait revenir sur le Code de la santé, donc avoir une loi. Donc, cette profession existe, il y a des formations, il y a des gens qui s'inscrivent et donc il leur fallait un référentiel. Donc le journal officiel a publié ce référentiel. C'est le même que celui qui existe déjà, sauf qu'il n'avait jamais été publié. Il n'y a pas un acte en plus ou un référentiel différent de celui qui était déjà dans les écoles, sauf qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une publication. Il n'y aura pas de remboursement de ces actes, jamais. Seules les professions de kinésithérapie ont accès au remboursement par la sécurité sociale. Je m'y engage devant eux. Formidable. 9. Pourquoi on met autant de temps à avoir des rendez-vous chez les dentistes, les ophtalmos, les médecins et tous les professionnels de la santé? C'est très variable d'un professionnel à l'autre. En réalité, ça dépend du numerus clausus, c'est-à-dire en fait la quantité de personnes qui ont été formées chaque année dans ces différentes professions. Nous ne sommes pas en manque d'infirmières, nous ne sommes pas en manque de sages-femmes par exemple, et les médecins, clairement, il y a eu un défaut, un déficit de formation en nombre. Et là, vous allez augmenter le numerus clausus. Le numerus clausus a déjà été augmenté. Ces professionnels, malheureusement, n'arriveront sur le marché parce qu'il faut entre 10 et 15 ans pour former un médecin. Ils n'arriveront réellement qu'en 2025. Et donc, on a un creux absolument terrible à passer. Et je dirais que les médecins étrangers qui viennent dans notre pays ne compensent pas ce déficit en temps médical. Une autre question? La 7. Prévoyez-vous un accompagnement quasi systématique des cancérologues, de psychologues pour accompagner et les patients et leurs familles et leurs proches dans le suivi de cette maladie? Ça, c'est une question très fréquente des Français qui disent « Ne nous réduisez pas simplement à notre pathologie, nous avons besoin d'être pris en charge globalement. » Alors, elle a plus que jamais raison, puisque dans le plan cancer, vraiment, tout l'objectif du plan, c'était l'accompagnement global et de considérer la personne dans son parcours de vie au-delà de son problème purement de cancer. Et donc, il y avait notamment dans le plan cancer, et nous le mettons en œuvre là, la volonté d'inclure les psychologues comme des professionnels de santé absolument nécessaires à la prise en charge. Alors c'est déjà le cas dans les établissements de santé où beaucoup d'établissements de santé ont des psychologues salariés pour la prise en charge des patients. Et puis je suis en train de mettre en place des parcours, je dirais, tarifés pour les pathologies chroniques qui vont pouvoir financer un certain nombre de professionnels qui aujourd'hui ne sont pas financés par la sécurité sociale. Je pense aux diététiciens, je pense aux psychologues. Et donc si on pense parcours coordonné, on déterminera quels sont les professionnels nécessaires autour de la personne pour cet accompagnement global et on les financera via une tarification globale. Une équipe soignante à géométrie variable, adaptée aux patients et au territoire. Absolument. Alors, la santé, vous êtes né dedans. Vos parents sont des professionnels de santé. Votre ex-belle-mère, Simone Veil, était ministre de la Santé. Vous avez un parcours d'excellence que tout le monde connaît. Est-ce que le fait d'être médecin est un atout ou au contraire une difficulté? Oui, alors pour l'instant, je considère que c'est plutôt un atout. Clairement, d'abord, quand je suis arrivée au ministère et qu'on m'a fait monter les dossiers de l'administration, je connaissais tous les sujets grâce aux différents postes que j'avais occupés. Je comprenais exactement de quoi il s'agissait. Donc, je dirais qu'en une semaine, j'étais opérationnelle sur les dossiers. Je pense que si j'avais été une pure politique, ça m'aurait pris un peu plus de temps et j'aurais dû me reposer beaucoup plus sur l'avis de mon administration. Or là, j'avais un avis propre sur les sujets. Alors peut-être qu'à terme, ce ne sera pas un avantage. Beaucoup de médecins ont fait l'expérience d'être ministre et ça n'a pas toujours été facile. On a des défauts quand on est médecin, on n'est peut-être pas forcément toujours de très bons politiques, voilà, on dit les choses clairement, parfois abruptement, donc il faut arriver à composer avec tout ça. Alors justement, vous avez dû apprendre la politique. Un an après, on voit bien qu'il y a parfois des revers de la médaille qui peuvent vous toucher, vous personnellement d'ailleurs, ou votre famille. Vous êtes toujours heureuse d'être ministre? Oui,
Bon, c'est une chance extraordinaire dans la vie que d'être au service d'un gouvernement, pour une politique, au service des Français, et surtout de pouvoir essayer de mettre en œuvre, je dis essayer parce qu'à l'arrivée ça n'est pas toujours facile, mais essayer de mettre en œuvre des changements qu'on a toujours considérés comme nécessaires quand on était de l'autre côté du miroir, en disant mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, et je critiquais évidemment les politiques des uns et des autres, ou des unes et des autres, et maintenant je suis en situation de faire. D'abord je vois que ce n'est pas toujours facile, les yaka faucons, c'est vrai que je vois les problématiques que cela pose, mais d'un autre côté il y a des sujets sur lesquels je sais exactement dans quelle direction il faut aller, et que peut-être des personnes plus politiques ne pouvaient pas apprécier comme l'apprécie un professionnel de santé. Pas forcément un médecin, mais quelqu'un qui baigne dans le système. Alors, vous avez lancé déjà pas mal de réformes, vous en avez pas mal dans votre tiroir, mais moi j'aimerais vous demander quelles sont vos 3 principales priorités, celles qui vous tiennent à cœur pour transformer les choses en France. Alors, je vais rester dans le champ de la santé, parce que si on parle de la santé. On parle de la santé, pas le champ des solidarités, mais dans le champ de la santé, clairement, je veux rééquilibrer notre système de santé en faveur de plus de prévention. Mais une prévention du quotidien, une prévention faite par les professionnels, une prévention qui soit valorisée et qui prenne toute sa place dans la vie des Français comme quelque chose de naturel. Une éducation à la santé dès le plus jeune âge pour adopter des bons comportements pour gagner en liberté et gagner en capacité de vivre en bonne santé plus longtemps. Et ça, je crois que tout le monde admet qu'en France, c'est vraiment notre défaut. Donc, première priorité, la prévention. Deuxième priorité, peut-être juste un mot pour rajouter. Pour moi, c'est une politique de très long terme. La prévention, je n'en verrai pas les fruits. C'est un investissement pour dans 20 ou 30 ans. Ça, c'est une différence avec les politiques. Ouais, alors. Mais franchement, je le sens comme une nécessité absolue. Après, ma deuxième priorité, c'est l'accès aux soins. Aujourd'hui, je l'ai vécu dès mon arrivée. Les Français n'accèdent pas aux soins. Ils ont un sentiment d'être, pour beaucoup de territoires, déclassés en termes de présence de soignants et notamment de médecins, avec une vraie angoisse des citoyens et des élus locaux. Je crois que je ne l'imaginais pas à ce point-là tant que j'étais dans le système moi-même, et donc je me rends compte que notre système de santé tel qu'il est organisé ne rend pas le service qu'il doit rendre partout sur les territoires. Donc il y a un problème vraiment de rééquilibrage là aussi des territoires pour donner la même chance à tout le monde. Et ma troisième priorité, c'est d'axer la tarification des soins au sens large, la façon dont on rémunère les pratiques médicales sur la qualité et la pertinence des pratiques plutôt que sur la quantité des actes. Et là, c'est aussi un challenge. Et si on s'intéressait à votre politique de prévention ? On va pas reparler de l'obligation vaccinale, vous en avez largement parlé pour les nourrissons. On peut s'intéresser néanmoins à la vaccination des professionnels de santé. Tous pour la santé, nous avons réalisé une étude auprès de 4600 professionnels de santé et on a montré qu'il y avait une différence de vaccination contre la grippe, de taux de vaccination selon le métier. Les infirmiers et les kinésithérapeutes étant vaccinés les moins, à 23% pour les kinésithérapeutes, ce qui pose un problème quand on parle de prévention des infections nosocomiales. Les jeunes sont moins vaccinés et l'hôpital est moins vacciné contre la grippe que la ville. Ça vous interpelle, ça vous inquiète, cette désaffection de certains professionnels vis-à-vis d'un vaccin contre la grippe ? En fait, moi je pense que c'est un enjeu déontologique. Je le vois comme ça, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment, quand on est un professionnel de santé, on ne réalise pas que le minimum que l'on doit à nos malades, c'est de ne pas être délétère. Or, quand on n'est pas vacciné contre la grippe, on peut porter le virus et le donner aux autres, et notamment aux personnes malades les plus fragiles qui viennent nous voir. A priori, si on est un professionnel de santé, c'est qu'on traite des gens fragiles. Et donc, pour moi, c'est le premier devoir d'un professionnel de santé que de ne pas passer des maladies. Et c'est aussi nécessaire que de se laver les mains. Et je n'imagine pas une infirmière ne pas se laver les mains. Je ne crois pas que les professionnels doutent de l'efficacité du vaccin contre la grippe. Je pense que c'est plus de la flemme. Certains se posent des questions, Madame la Ministre. Certains se posent des questions. Justement, sur cette
cette antenne, nous avons eu le professeur Fischer, président de la concertation citoyenne, et les présidents des ordres professionnels, les médecins, les pharmaciens et les infirmiers, qui avaient une proposition à vous faire. C'est de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe pour les professionnels, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis. Alors, moi j'ai sollicité tous les ordres. Donc nous allons en discuter dans le courant de l'été pour la campagne vaccinale du mois d'octobre. Si je vois qu'au bout d'1 an ou 2 ans, on en discutera ensemble, il n'y a pas de montée en charge et de prise de conscience, peut-être que nous reviendrons à cette obligation vaccinale. Je vous rappelle que c'était une obligation, qu'elle a été supprimée. Alors, si on s'intéresse à un autre sujet qui vous tient à cœur, vous avez aussi des grands-enfants, c'est la santé des adolescents. Alors, une question sur laquelle vous n'êtes jamais exprimé, que pensez-vous de la dépénalisation de la consommation personnelle de cannabis? Vous êtes pour ou contre? C'est pas une dépénalisation, c'est une amende forfaitaire. Donc une amende forfaitaire. Et donc, au contraire, l'objectif, et on l'a beaucoup discuté avec notamment Nicole Belloubet dans la réforme de la justice, l'idée était qu'aujourd'hui, il y a un risque pénal et donc on doit aller devant un juge et de fait, les juges n'ont pas le temps évidemment de traiter des affaires de consommation. On parle bien de consommation individuelle. Mais vous seriez prêt à aller jusqu'à une dépénalisation, aller encore plus loin? Non, non. Et donc ce qu'on a fait, c'est que plutôt que d'envoyer les consommateurs devant le juge, qui fait qu'ils ne sont jamais jugés en réalité, on a fait une amende forfaitaire, ce qui permet aux policiers de verbaliser, de donner une amende et d'être beaucoup plus efficace dans la sanction. C'est ça l'objectif, c'est d'être plus efficace. Atteindre au portefeuille, ça marche assez bien en général. Oui, parce que sincèrement, les dégâts du cannabis chez les jeunes sont considérables. On sait d'abord que c'est le premier mode d'entrée dans les psychoses. Je m'intéresse énormément à la santé mentale. Et les décompensations psychotiques après une expérience de cannabis, elles sont très nombreuses. Donc c'est vraiment l'entrée dans les pathologies mentales. Ça active quelque chose. Et puis il y a les troubles des apprentissages, les troubles cognitifs qui font que voilà, on met en péril sa vie d'étudiant, sa formation. Donc, jamais on ira vers la dépénalisation. Moi, en tant que ministre de la Santé, je m'oppose à la dépénalisation. C'est clair. Et voilà, légalisation du cannabis, non. Alors, vous avez lancé aussi autre chose qui touche les adolescents. C'est un dépistage généralisé du cancer du col de l'utérus. Mais c'est formidable, la détection. Mais détecter une lésion, ce n'est pas la prévenir. Il y a des vaccins. Est-ce que le vaccin contre le papillomavirus, l'ancienne présidente de l'Institut national du cancer, va en faire une priorité en tant que ministre? Oui, alors d'abord, quand j'avais rédigé le plan cancer, c'était ma mesure numéro 1, qui était de faire en sorte que le cancer du col de l'utérus puisse disparaître. C'est le seul cancer qu'on peut éradiquer en associant à la fois la vaccination anti-HPV et le dépistage. Le dépistage, je viens de le mettre en place. Il est gratuit. Donc pour toutes les femmes à partir de 25 ans, et j'en suis très fière. La vaccination, j'ai saisi la Haute Autorité de Santé pour qu'elle me rende un avis sur la vaccination des garçons. Car une des raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à éradiquer ce virus, c'est que d'une part, le taux la taux de couverture de la vaccination anti-HPV chez les femmes, faible. On est moins de 25%. La lanterne rouge de l'Europe, je crois même. Oui, les pays européens sont en moyenne à 80% de taux de vaccination. Il y a 1000 femmes qui meurent par an de cancer du col de l'utérus. Absolument, et c'est un cancer profondément inégalitaire. Ce sont les catégories socio-professionnelles qui n'accèdent pas au frottis, qui de fait sont dépistées trop tard et meurent. Et donc c'est vraiment un cancer qu'on peut éradiquer complètement, faire disparaître, et qui en plus est vraiment la conséquence des inégalités sociales de santé. Donc je voudrais réduire la circulation du virus par la vaccination des garçons, comme c'est fait en Angleterre, au Canada, en Australie, où ils ont des résultats spectaculaires. Il n'y a pratiquement plus de circulation du virus HPV en Australie. La situation française est un peu inégalitaire pour les garçons. Puis les garçons, le frottis vaginal, ça ne marche pas très bien. Non, et il se trouve que les garçons ont des cancers liés à HPV, notamment des cancers du canal anal pour les homosexuels, et maintenant des cancers ORL. Toujours dans le champ de la prévention, vous avez mené un autre combat, qui est le combat du tabac. Et on sait que le tabac est le premier facteur favorisant l'apparition des cancers. Maintenant, il y a un deuxième facteur. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots, sûrement. Mais il y a un deuxième facteur qui est l'alcool et le vin. Vous avez commencé à en parler. Et puis, on le voit moins. Est-ce qu'il n'y a pas un petit manque là dans le plan de prévention? Est-ce que les intérêts supérieurs de l'État sont arrivés par là ou pas? Non.
On ne peut pas nier qu'il y a un facteur culturel autour du vin en France. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de prévention. Et la prévention et la santé publique gardent toute sa place par rapport à l'alcoolisme. C'est évident. Alors, ma première mesure... Il y a un certain lobbying, d'ailleurs, dans le domaine du vin. Oui, mais la réalité, c'est que nous diminuons chaque année notre consommation en alcool. On est autour de 12 litres par an et par habitant d'alcool pur. On est bien au-dessus de la moyenne européenne, hein, mais la tendance est quand même globalement à la baisse. Alors, je fais plusieurs choses aujourd'hui. Je vais lutter contre le binge drinking des adolescents à cause des accidents et à cause de l'entrée dans l'alcoolisme. Donc, avec des mesures très précises de suivi, d'obligation de suivi après une hospitalisation pour un alcoolisme aigu pour les ados. Je vais travailler contre l'alcoolisme des femmes et surtout l'alcoolisation fétale avec l'idée de zéro alcool pendant la grossesse. Les femmes enceintes ne le savent pas, les médecins ne le disent pas suffisamment et on va mettre un logo interdit aux femmes enceintes sur toutes les boissons alcoolisées pour qu'elles prennent conscience que quand on boit de l'alcool, on alcoolise son fœtus et que c'est pas normal. C'est comme si on mettait de l'alcool dans le biberon, donc ça ne viendrait à l'esprit de personne. Et puis on va faire de l'éducation à la santé via le service sanitaire. Et le service sanitaire, où tous les étudiants en santé vont se déployer dans les collèges, dans les lycées pour faire de l'éducation à la santé, il y a un sujet addiction dans lequel on va parler tabac, alcool, cannabis. Est-ce que vous allez augmenter, comme pour le tabac, le prix de l'alcool ou les taxes sur l'alcool et le vin? Vous aimeriez faire ça? Pour l'instant, ça n'est pas... Pas politiquement correct, ma question. Et si on parlait de l'organisation des soins? On a vu que vous avez parlé de renforcer la place des paramédicaux, notamment des pharmaciens et des infirmières. Alors, les pharmaciens, il y a les professions médicales. Les professions médicales, voilà, et de l'ensemble des professions médicales, tout à fait. Une question pour l'expérimentation de la vaccination avec les pharmaciens. Vous l'étendez à 2 régions, mais est-ce que vous allez étendre le périmètre des patients qui peuvent se faire vacciner? Autrement dit, est-ce que tout un chacun, quand on rentre dans une officine, dès cette année, on pourra se faire vacciner, ce qui n'était pas le cas l'année dernière? Oui, on élargit les possibilités de vaccination à toute la population. Alors, toujours pas la primo-vaccination. On va étendre. Donc, l'expérimentation s'élargit à 2 régions. Pourquoi c'est une expérimentation? Parce qu'on demande aux pharmaciens de se former à la vaccination pour repérer des contre-indications éventuelles, connaître les bonnes pratiques. Et donc, il y a forcément une formation pour y participer. Mais progressivement, cette vaccination pour tous et partout sur le territoire va se déployer parce qu'on a besoin de redonner du temps médical aux médecins. Et aujourd'hui... Essentiel, ils le demandent. Et ça représente jusqu'à 1/3 de leur temps, hein, parfois. Je m'y suis engagée et j'essaie de simplifier. Ça prend quand même un petit peu de temps. D'accord. Un point sur les infirmières de pratique avancée. On ne peut pas ne pas parler des infirmières. Vous avez sauté le pas, ce qui est formidable. En pratique, elles vont être à l'hôpital et en ville. Et elles vont avoir une rémunération à la hauteur de leur formation? Formidable. En fait, il faut savoir que l'histoire est très ancienne. Hein. On parle des infirmières de pratique avancée depuis plus de 10 ans. Quand j'ai rédigé le plan cancer en 2013, on l'avait mis comme une mesure très importante pour la coordination des patients atteints de cancer, les thérapies ciblées, orales. Et donc on avait mis comme mesure, il faut mettre en œuvre les pratiques avancées, créer les masters. Et quand je suis arrivée au ministère 5 ans plus tard, elle n'était toujours pas en place. Donc j'ai dit que au 1er septembre 2018, ce serait la première rentrée scolaire des infirmières en pratique avancée avec un grade de master et une rémunération. C'est obligatoire, nous avons besoin d'elles et nous avons besoin qu'elles occupent cet espace parce que les médecins ne peuvent pas tout faire. Nous avons besoin de coordination, de délégation de tâches et tout ça va s'implémenter dans la pratique avancée.